ordinaire de l'histoire de notre pays. Parce que les semaines et les mois que nous vivons, tout le monde voit bien qu'elles seront dans les livres d'histoire. On a connu des années et des années de longues périodes de glaciation où chacun restait sur ses positions. Et puis, les choses se sont mises à bouger. Ça a été encore répété il y a une minute par Philippe Bilger et Jean-Claude Casanova à cette tribune. L'alternance à la tête de la France, pour les raisons qui ont été largement rappelées, était, à mes yeux, une nécessité, parce que les tensions devenaient telles, l'impasse était si fermée, que l'alternance était un besoin du pays. Et les thèmes d'affrontement étaient si dangereux que cela, à mon avis, s'imposait. Vous savez que j'ai eu tout au long de ma vie des relations relativement difficiles avec Alain Minc. C'est un homme très intelligent, pas toujours été de son avis, ni dans le fond, ni dans la forme. Au début du mois de juillet, ou à la fin du mois de juin, Alain Minc a donné une interview aux Échos que j'ai trouvée absolument juste. Et dans cette interview, il dit ceci que je cite exactement. « Mon sentiment est que cette alternance est une bénédiction pour la société et une malédiction pour l'économie. » Je continue la citation. Si Nicolas Sarkozy avait été réélu, le pays aurait été très difficile à gouverner. Cela aurait engendré une frustration terrible dans une partie de la population et un jour ou l'autre, cela aurait débouché sur des éruptions de violence. L'élection de François Hollande a apaisé les brûlures et puis il n'y a pas de démocratie vivante sans alternance politique. En revanche, a-t-il ajouté, oui, je suis très inquiet pour l'état de l'économie. Eh bien, ce double jugement, positif d'un côté et négatif de l'autre, rassurant en même temps qu'inquiétant, à mes yeux est justifié et je le partage. La situation du pouvoir est devenue et va devenir périlleuse et controversée, et pour de bonnes et de mauvaises raisons. Aujourd'hui, François Hollande est critiqué, parfois raillé, et de manière, à mes yeux, parfois excessive. Ceux qui l'admiraient hier n'ont pas de mots assez durs aujourd'hui, et l'hebdomadaire dominant de la gauche française n'a pas hésité à utiliser en couverture le mot « nul ». En réalité, c'est ne pas voir le dilemme qui est celui du pouvoir aujourd'hui. Et de la résolution de ce dilemme dépend le redressement du pays. François Hollande, l'autre jour sur TF1, a décrit une action politique que, pour ma part, s'il la suit, je trouve courageuse. Et que de plus je trouverai fondée s'il parvient à l'amener à terme. Il a décrit 5 grandes réformes, 5 grandes directions. Une loi de finances qui diminue de 10 milliards la dépense publique, le traité européen qui impose dans la durée à notre pays des disciplines que jusqu'à maintenant il refusait, la création d'une autorité indépendante de la dépense publique placée auprès de la Cour des comptes qui empêchera sur le long terme les bricolages auxquels les gouvernants se livrent régulièrement avec les hypothèses de croissance et les chiffres gonflés quand ils sont bons et minorés quand ils sont mauvais, la réforme du droit du travail et la réforme du financement de la Sécu pour qu'elle pèse moins lourd sur le travail. Ne croyez pas que ce soit rien, ni même peu de choses. Je ne peux m'empêcher de sourire quand je vois les commentateurs dire « mais ils ne vont pas assez loin ». Ces 5 chantiers, ils sont parmi les plus impressionnants de ceux qui ont été programmés
ces dernières décennies. Et de surcroît, ces 5 chantiers, s'ils sont effectivement conduits par un gouvernement de gauche, ils annoncent, malgré les obstacles qui se lèveront, un changement intellectuel de la gauche française que beaucoup de leaders du centre et pas mal de leaders de droite, de la droite républicaine, attendaient ou disaient attendre depuis des décennies. Souvenez-vous, dans nos rangs, et pas seulement dans nos rangs, dans les rangs de toutes les familles modérées du pays, on disait « La gauche française n'a jamais fait comme la gauche allemande son Bad Godesberg. Le jour où ils auront le courage de faire leur Bad Godesberg, alors ce jour-là, nous les regarderons d'un autre œil. » Alors Bad Godesberg, comme vous le savez, c'est le nom de cette ville allemande où se tint le congrès du SPD, les socialistes allemands, en 1959. C'est la date historique à laquelle le SPD répudie le marxisme et accepte l'économie de liberté. Et d'une certaine manière, pour qui voit le long terme, le plan Schröder, l'agenda 2010, qui a constitué le socle des grandes réformes qui ont conduit l'Allemagne où elle se trouve aujourd'hui, eh bien, c'était entièrement en germe dans Bad Godesberg. Eh bien, si vous réfléchissez à ce que rend inéluctable l'annonce des 5 chantiers que je viens de citer devant vous du président de la République, c'est un Bad Godesberg en direct. On ne le voit pas, on ne fait pas attention, parce que très souvent, les paysages historiques échappent à ceux-là même qui les vivent. Vous savez que Fabrice, à Waterloo, vous ne voyez pas ce qui se passait. Nous, si nous essayons de prendre un peu de recul, alors nous voyons qu'un grand changement est peut-être en germe. Parce que depuis des décennies, l'idéologie de la gauche française, c'était la dépense publique, la relance par la consommation, la multiplication des postes de fonctionnaires dans tous les secteurs de l'activité. Depuis des décennies, son idéologie, c'était l'intervention de l'État. Et tous ceux qui avaient essayé de briser cette idéologie, qui étaient nos amis, nos cousins, diront certains, moi j'ai presque tendance à dire nos frères, et Jean-Marie Van Leyenberghe ne me démentira pas sur ce sujet. Ceux de la deuxième gauche, comme on disait, Michel Rocard et Jacques Delors, qui ont été pour nous des repères positifs dans le paysage politique français, eh bien ceux qui ont essayé de briser cette idéologie, ils s'étaient cassés les dents sur ce béton durci. Alors, regardons bien les choses. Si ces 5 chantiers sont menés à terme, et comme vous l'entendez, je ne sous-estime en rien la difficulté de cette œuvre politique et probablement historique, ni les conséquences qu'elle va avoir si elle est menée à son terme, alors c'est un dégel qui se sera produit, s'ils y arrivent. Car il existe un certain nombre, ou un nombre certain de résistances et de réticences et de réserves qui vont venir se mettre en travers de cette volonté que je crois pourtant fondée. Première résistance, la plus importante sans doute, c'est que de ces grands choix, pendant la campagne de l'élection présidentielle, les Français n'ont pas été avertis. Et pour nous, le contrat de gouvernement, c'est dans la campagne qu'il s'écrit. Alors il est des gens pour penser que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'est Charles Pasqua qui avait théorisé cette phrase, avec l'accent, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Mais nous pensons que c'est exactement le contraire. Et que dans une campagne, notamment présidentielle, les promesses sont fondatrices de quelque chose. Et voilà pourquoi j'ai choisi tout au long de ma vie politique d'être du côté inconfortable,
peut-être même périlleux, de ceux qui disent invariablement la vérité au peuple des citoyens. Devant vous, c'était à Gien, lorsque Jean Peyrelevade m'a rejoint, il a dit ceci qui n'a jamais quitté mon esprit. Il a dit « Je ne sais pas si on peut gagner en disant la vérité, mais je suis sûr qu'on ne pourra pas gouverner si on ne l'a pas dite auparavant pendant la campagne présidentielle. » Eh bien, notre fierté et notre marque d'identité, c'est d'avoir tenu cette promesse de dire, sur tous les sujets dont dépend l'avenir national, la vérité aux Français, et cela sera le socle de notre relation avec eux dans les mois et les années qui viennent. Or, c'est le contraire qui a été choisi par les vainqueurs, par les finalistes même. C'est le contraire qui a été choisi, dire au peuple, des électeurs, vous voyez que je distingue les électeurs et les citoyens dans cette période, parce qu'on les regarde, non pas comme des citoyens responsables, mais comme des électeurs dont on veut happer la voix. Donc dire au peuple des électeurs des promesses agréables, évoquer des engagements séduisants et éluder ce qui va faire l'essentiel, c'est-à-dire les efforts à conduire et à porter. C'était la partition du Parti socialiste pendant toute la campagne. Entre nous, c'était aussi la partition de Nicolas Sarkozy. Je me souviens de 3 affirmations. Première, la crise est derrière nous. Deuxièmement, les économies, elles ont été décidées, il n'y en aura pas d'autres à choisir. Et troisièmement, je ne créerai pas d'impôts nouveaux. Eh bien, ces 3 affirmations en même temps, si vous les mettez en relation et en système, vous voyez bien que, évidemment, elles sont constitutives, d'une dissimulation de la vérité. Mais ce fut bien entendu le cas de la campagne de François Hollande. Alors, comprenez-moi bien, je parle ici de ce que les Français ont compris, ou plus exactement, de ce qu'on a donné à comprendre aux Français. Et je ne prétends pas, bien entendu, vous savez, les rédacteurs de programmes sont habiles, qu'il n'y ait pas eu ici ou là une phrase glissée, dissimulée, de manière qu'un jour on puisse l'opposer à un étonnement des citoyens devant ce qu'on leur propose. Mais l'essentiel, donc, le fond de la campagne, ce que les Français avaient entendu, c'était avec le vote pour ceux qui l'ont emporté, le Parti socialiste, c'était le retour des beaux jours, les changements, à nouveau les postes et à nouveau l'augmentation des allocations. Et ceci est aujourd'hui l'obstacle principal, le caillou dans la chaussure d'un peuple qui est saisi sans s'y attendre vraiment par l'impressionnante falaise qu'on a dressée devant lui et qu'on va lui demander de gravir. Et un deuxième obstacle s'ajoute au premier, je le dis rapidement parce que j'ai beaucoup insisté dans les mois de campagne sur ce sujet, c'est que autant où des efforts importants vont être demandés, en même temps des décisions sont annoncées qui sont déraisonnables. Alors, je vous le dis comme ancien ministre de l'Éducation nationale, pour exemple, il est déraisonnable d'annoncer qu'on va recruter l'année prochaine 42 000 enseignants nouveaux. L'an dernier, il y avait 16 000 postes au concours et il y a plusieurs centaines de postes qui n'ont pas pu être pourvus parce que les jurys ont considéré que les candidats n'avaient pas le niveau. Plusieurs centaines en mathématiques, plusieurs centaines en lettres classiques, plusieurs centaines sur des postes de langue vivante. Bref, comment voulez-vous qu'on passe en une seule année de 16 000 qui n'ont pas été remplis à 42 000 alors, ou bien on va recruter des candidats faibles et ultra faibles, ou bien même on ne remplira pas les postes.
Et ça n'est pas rendre service à un pays que de le gouverner par à-coups aussi brutaux. Et s'il y avait une justification de l'attitude politique du centre démocratique en France depuis des années et des décennies, c'est qu'il demande qu'on gouverne pour le long terme, avec réflexion, avec raison, et pas qu'on fasse du gouvernement du pays des à-coups brutaux qui ne font que le déstabiliser et à terme le desservir. Et bien entendu, vous savez bien que pour nous, c'est un danger de croire que l'on peut redresser les finances d'un pays en faisant appel principalement à l'impôt. Nous avons toujours dit pendant la campagne présidentielle qu'il fallait trouver un équilibre à 50-50, entre l'impôt pour améliorer les rentrées du budget et la baisse des dépenses publiques. Ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est 27 milliards pour l'impôt et 10 milliards pour la baisse de la dépense publique. Si on y arrive, ça n'est pas le bon équilibre. Et c'est d'ailleurs impossible de le maintenir dans le temps. Parce que vous n'imaginez pas qu'on va pouvoir, couche après couche, réaugmenter la pression fiscale sur les ménages et sur les entreprises qui va être évidemment extrêmement forte. Et donc, de ce point de vue-là, je considère qu'on n'a pas trouvé l'équilibre et qu'il n'y aura réellement baisse des dépenses que le jour où on comprendra que la baisse des dépenses publiques ne peut intervenir que si on commence par une politique volontaire de réforme de l'État. C'est l'État en France qui est, selon moi, mal organisé, souvent autobloquant, j'en dirai un mot dans une minute, et que c'est la réforme de l'État qui seule peut nous conduire à sortir de la situation qui ne se justifie pas d'un pays qui a 10 points de dépenses publiques de plus que son principal voisin, principal concurrent, avec un niveau de vie dont le moins qu'on puisse dire qu'il est du même gabarit. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des orientations que je trouve incohérentes avec les objectifs qui ont été fixés. Mais s'il maintient les orientations et s'il corrige, modifie les incohérences, alors je dis qu'il faut suivre attentivement la politique que fera le gouvernement. Il aura fait œuvre utile et il méritera qu'on le dise. Parce que, je voudrais qu'on ne se trompe pas sur ce point, c'est plus difficile d'aller dans la bonne direction, de ramer parfois à contre-courant que de laisser aller les choses. Cela demande de convaincre. Et pour convaincre, il faut comprendre et faire passer les arguments et les sentiments. Il faut que le peuple des citoyens voit que leurs dirigeants sont tout entiers investis dans cette action, avec eux et pas loin d'eux, et qu'ils sont désintéressés et sensibles en même temps que déterminés. C'est plus difficile d'aller dans cette direction, mais ce n'est pas impossible. Je veux signaler à votre attention et peut-être à vos applaudissements ce qui est en train de se passer en Italie, parce que je considère que Mario Monti en Italie donne à l'Europe tout entière la preuve que l'on peut convaincre et rassembler, même en conduisant la politique la plus exigeante et la plus contraignante, par rigueur morale et désintéressement. Et je trouve que s'il y a un homme qui aujourd'hui rend service à la cause qui est la nôtre, ceux qui veulent une gestion équilibrée dans le long terme, un soutien à une société entreprenante et positive, et la construction d'une Europe qui sera fière d'elle-même et pas constamment en déstabilisation, c'est ce que fait Mario Monti en Italie, et ça mérite qu'on le soutienne. Mais on va découvrir dans les semaines qui viennent, si je ne me trompe pas, qu'il y a un obstacle plus embarrassant encore. C'est que la majorité nécessaire au soutien de cette politique,
qu'il faut appeler par son nom, c'est-à-dire une politique réformiste. Cette majorité, pour l'instant, n'existe pas. On a bâti la majorité du changement, mais on n'a pas bâti la majorité de la réforme. Et pour une grande partie, on a même bâti la majorité du changement sur le refus de la réforme. Et on vient de le voir sous nos yeux avec l'officialisation de la fracture sur le traité européen, dont Jean-Marc Ayrault a eu l'honnêteté à la télévision de reconnaître qu'il était mot pour mot celui qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy, et que les Français avaient entendu promettre qu'on allait changer, modifier, et que ce n'était évidemment pas celui-là qu'on adopterait. Et pourtant, dans ce changement réformiste qui est en train d'intervenir sous nos yeux, et pourtant, l'adoption de ce traité est au cœur de l'action gouvernementale. Je le crois, nous le croyons pour la plupart d'entre nous, mais une partie de la majorité ne le croit pas. Eh bien, je pense qu'il faut que nous contribuions, nous, à expliquer que les dispositions de ce traité, il aurait fallu les respecter en tout état de cause, même si elles n'avaient pas été demandées par nos partenaires européens, comme garantie à la mise en place d'une politique de solidarité responsable. Nos partenaires européens, sans doute, ont besoin de cette garantie. Et c'est juste. Et parmi, je l'ai dit hier soir, parmi les réorientations de ces derniers mois que j'ai approuvées, il y a le rééquilibrage que François Hollande a imposé à l'Union européenne en sortant du duo ou du condominium qu'il avait souhaité imposer avec Angela Merkel, ce qu'on appelait Merkozy, avec deux qui décident et les autres qui obéissent, et par exemple en rendant à l'Italie sa place au cœur de la volonté européenne. Et vous observerez, si vous y réfléchissez, que France, Allemagne, Italie, suffit d'ajouter le Benelux pour avoir les 6 de la constitution originelle de l'Europe, et l'Espagne d'une certaine manière, puisqu'elle a ces temps-ci été associée évidemment aux décisions à prendre. Mais je veux dire à ceux qui mettent en doute le traité européen, si le traité de la règle d'or européenne n'existait pas, il aurait fallu inventer une règle d'or nationale. S'il n'y avait pas la règle d'or européenne, il faudrait une règle d'or française. J'ai été le premier des responsables politiques en France à défendre, à proposer une telle idée. Depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. Or, hier, nous avons appris que la dette française avait dépassé 91% de la production annuelle du pays. 91%, on était à 85% il y a à peine quelques mois ou une année. Ça veut dire qu'on court à grands pas, à grande vitesse, vers les 100% de dette par rapport à la production nationale du pays. La totalité de la production, de toutes les entreprises, de tous les artisans, de toutes les factures de tous les commerçants français, pendant la totalité d'une année. C'est ça qui est aujourd'hui l'endettement de l'État, de la puissance publique au sens large. Eh bien, je vous dis que ceci est insoutenable et que ce n'est pas pour nos partenaires européens que nous devons faire l'effort. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Parce que courir depuis des années, depuis plus d'une décennie, à cette catastrophe qui interviendra au moment où les doutes sur la capacité de la France à rembourser sa dette feront exploser les taux d'intérêt du pays, c'est évidemment condamner notre pays
à beaucoup plus d'angoisse, à beaucoup plus de restrictions, à beaucoup plus d'efforts fiscaux et à l'incapacité de se projeter dans l'avenir et même à souffrir dans son indépendance. Parce que l'équilibre financier, c'est l'indépendance du pays et son influence. Et tout le monde est co-responsable. Bien entendu, l'UMP, parce qu'il était au pouvoir depuis 10 ans. Mais même dans l'opposition, elle porte une responsabilité très importante. À la fin des années 90 et au début des années 2000, un vent de croissance, aussitôt après la dissolution de 97, a soufflé sur l'Europe, sur le monde et sur la France. C'était des alizés qui gonflaient nos voiles. Et le gouvernement Jospin avait eu la prudence de ne pas tout dépenser des ressources nouvelles que cette croissance lui apportait. Et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, c'est Jacques Chirac, président de la République de la cohabitation, qui a mis en demeure le gouvernement d'avoir à dépenser ce qu'il appela alors la cagnotte que Jospin avait mise de côté. Eh bien, ceci a été une mauvaise action contre l'équilibre de notre pays et contre son avenir. Parce que la règle, c'est quand ça va bien qu'il faut faire des économies pour avoir des capacités d'action quand ça va mal. Et c'est parce que nous avons manqué à cette règle depuis 30 ans que nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui et que nous avons eu l'honneur de combattre devant les Français et en leur nom. Donc c'est un traité qui n'est pas seulement pour l'Europe, mais c'est un traité évidemment pour nous-mêmes. Et je me réjouis, j'espère qu'il va être voté, et je me réjouis en même temps qu'on pose la question de la capacité de la France à entreprendre, investir. Le mot compétitivité qui est sur toutes les lèvres, c'est pas... J'aimais beaucoup Raymond Barre qui aimait beaucoup le mot compétitivité. Ça prouve que les amis de nos amis ne sont pas toujours nos amis. Parce que moi, j'aime moins le mot compétitivité qui est très abstrait pour beaucoup de Français. Moi, je préfère d'autres mots, que le pays soit fort, qu'il ait un élan, qu'il puisse en effet être fort dans la compétition du monde. Et c'est très heureux que cette notion, cette réflexion soit désormais au premier rang des responsabilités. Très heureux. Souvent, dans ce débat, on met en avant le coût du travail. Et c'est la première chose que l'on place sur la table. Pour moi, je ne crois pas, l'une d'entre nous tout à l'heure a donné un exemple, je ne crois pas que le coût du travail soit le facteur essentiel de la compétitivité, au moins dans les marges de fluctuation qu'on pourra trouver en répartissant autrement les charges des entreprises, c'est-à-dire, comme Jean-Claude Casanova l'a dit, en faisant peser les charges des entreprises sur les consommateurs, et d'une certaine manière, les travailleurs, les salariés et les consommateurs et leurs familles, très largement, ce sont les mêmes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un sésame ouvre-toi dans une répartition réellement différente des charges sociales sur les entreprises. Si on y arrive, tant mieux. Je veux vous rappeler, ça vous rappellera des souvenirs anciens, que j'avais proposé autrefois que si on mettait en place la taxe sur les transactions financières, la taxe sur les mouvements financiers, peut-être même la taxe sur une taxe très légère sur chacun des mouvements financiers à l'intérieur du pays. On aurait pu affecter cette taxe à la baisse des charges sociales. Quand j'entends le gouvernement dire qu'il y a d'autres pistes, je me demande s'il n'y a pas aussi dans leur esprit des pistes de cet ordre. Mais en tout cas, et de ce point de vue-là, c'est bien qu'on y réfléchisse,
mais je ne crois pas encore une fois que ce soit l'élément essentiel. Et j'ai pour ça un indice que vous avez aussi, c'est la situation de ceux qui nous entourent. Alors je ne vais pas parler de l'Allemagne pour une fois, mais je demande qu'on regarde la Suisse. C'est un pays de haut niveau de vie, dans lequel je n'ai pas l'impression que la misère règne, qui paie des salaires beaucoup plus élevés que les nôtres, où le coût du travail lui-même est plus élevé que chez nous, et cependant la Suisse exporte à tout va, à telle enseigne que la Banque centrale suisse, qui sait faire ce qu'il faut, est obligée naturellement de faire baisser artificiellement le coût du franc suisse, parce qu'autrement il crèverait les plafonds. C'est donc pour moi la preuve qu'il existe une capacité de compétition, une force de compétition et un élan qui ne dépend pas uniquement du coût du travail. En tout cas, il sera très intéressant de suivre les travaux des partenaires sociaux sur le sujet des charges qui pèsent sur le travail. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres pistes à suivre. Je pense, par exemple, qu'il est bien des charges, bien des contraintes, bien des contrôles qui empêchent les entreprises, les familles et les grands secteurs de notre pays de vivre et de se développer. J'ai été frappé, dans un domaine qui m'est cher, du récent rapport de l'Académie des sciences sur la recherche en France, qui écrit noir sur blanc que le diagnostic, ou qui reprend le même diagnostic que nous avons porté pendant la campagne présidentielle, et qui se dit en mots très simples: ça n'est pas principalement de moyens que la recherche française, de moyens nouveaux que la recherche française a besoin, mais il est urgent de laisser aux chercheurs le temps et la disponibilité de poursuivre leurs recherches. Il est urgent d'arrêter de pomper leur force, leur capacité, leur vitalité à compléter d'innombrables dossiers jamais achevés, tous dirigés vers l'évaluation et l'évaluation de l'évaluation. Laissez les chercheurs travailler, laissez les Français travailler, entreprendre, vivre, laissez les entreprises françaises travailler, entreprendre et vivre, alléger leurs contraintes, alléger leurs contrôles, de manière que, oui, elles trouvent la force de la compétition. Et c'est là que se trouve pour moi l'essentiel du travail à conduire. Sortez de la société de défiance, de contrôle, de blocage, pour entrer dans la société de confiance et de liberté. C'est un changement d'époque, c'est un changement d'esprit dont nous avons besoin. Et ça ne coûte pas, ça rapporte. Il n'est pas un secteur de notre pays qui ne doive être concerné par cette révolution des esprits. Le logement, l'intégration, l'éducation, la recherche, l'entreprise et ses rapports avec l'administration, l'administration dans son rapport avec les autres administrations. Parce que la Sécu, etc., partout on a l'impression d'un État auto-bloquant, où les freins se serrent, où les décisions ne peuvent pas être prises, où il faut des éternités et des dossiers constamment à reprendre et des documents constamment à fournir et à fournir à nouveau, et qui empêchent la vitalité de la France de trouver son plein épanouissement et de trouver sa pleine efficacité. Eh bien, je suis sûr que là, il y a évidemment beaucoup de progrès à faire en compétitivité. Et c'est pourquoi il est tellement important, dans un domaine parallèle, que le droit du travail soit mis sur la table. Parce que là, je suis sûr qu'on peut agir pour faciliter l'entrée dans le travail, en sachant que faciliter l'entrée dans le travail, c'est aussi faciliter, quand il le faut, la sortie, la transition, la formation, dans des phases où les choses vont moins bien pour l'entreprise. Là, on peut agir effectivement pour améliorer la souplesse, alléger les contraintes, sans baisser les salaires. Et jusqu'à maintenant, c'est là que se passe le grand mouvement, la révolution intellectuelle dont nous parlions. Jusqu'à maintenant, la gauche politique et la gauche syndicale
paraissait arc-bouté sur cette question. Et c'est une bonne nouvelle que l'alternance ait permis qu'on l'aborde dans un état d'esprit nouveau. J'ai été très frappé, Robert, par la jeune femme de la CFDT qui est venue s'exprimer sur cette tribune avec beaucoup de sens positif et réaliste, acceptant d'envisager, c'est une première dans l'histoire syndicale française, que oui, on reprenne tout ça tranquillement, qu'on le mette sur la table et qu'il allait bien falloir conduire les évolutions nécessaires pour que le réel soit désormais abordé avec plus de volonté positive qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Je ne doute pas qu'il y aura des réticences et des blocages, et il faudra passer outre pour construire l'état d'esprit nouveau dont la France va avoir besoin. L'état d'esprit nouveau, il doit aussi vaincre les blocages que fait naître la politique. La majorité va changer au contact du réel, mais je veux dire ceci devant vous, l'opposition aussi est responsable de l'avenir. Majorité, opposition, indépendants, tous sont responsables ensemble, sont co-responsables de l'avenir. C'est la vision que nous portons et qui fait du mouvement démocrate une avant-garde, comme je l'ai dit l'autre jour à l'ouverture de ces journées. Une proposition nouvelle dans la vie politique française. Je ne sais pas si vous avez suivi la Convention démocrate américaine. Bill Clinton a fait un formidable discours que je vous conseille de regarder et dont, si vous voulez, on pourra mettre la traduction sur notre site, parce qu'il parlait bien entendu en termes très chaleureux, et d'autant plus chaleureux qu'il devait surmonter une longue histoire commune. Il parlait en termes très chaleureux de Barack Obama, et même de Michelle Obama, pour sa nomination comme porte-drapeau des démocrates américains. Mais au fond du discours, il y avait une orientation politique, une conception de la politique qui concernait pas seulement les démocrates américains, mais les démocrates sur toute la planète. Et il a formulé cette loi qui contredit, et c'est aussi valable en France que partout ailleurs, il a formulé cette loi qui contredit l'agressivité, la ligne agressive de la droite du Parti républicain. Il a dit « La coopération porte plus de fruits que le conflit perpétuel ». Eh bien, la coopération, l'entente, la recherche du consensus sur les sujets importants entre les grands courants politiques qui font une démocratie, entre majorité et opposition, cette coopération marche mieux que la recherche perpétuelle de l'affrontement, que le déchaînement des passions agressives, que l'exaspération voulue des détestations. Particulièrement dans un pays en crise. Et c'est une conception de la démocratie et de la société qui s'énonce là. Particulièrement dans un pays en crise, parce que rien n'est plus facile que de faire flamber l'exaspération, la mésentente, que de souffler sur les braises, et rien aussi n'est plus néfaste et n'est plus dangereux. Rien n'est au bout du compte plus mortel pour un pays, spécialement dans les temps difficiles. Et hélas, rien n'est bien entendu plus profitable électoralement. Rien ne rapporte plus de voix. Mais je veux vous dire ceci, qui concerne notre vocation de mouvement démocrate. Il y a deux sortes de femmes et d'hommes politiques. Il y a ceux qui pensent qu'il faut d'abord chercher des voix. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut d'abord chercher le bien du pays, le bien commun, le bien des gens. Et qu'au bout du compte, c'est par ce chemin-là qu'on trouvera les voies d'estime et de respect et d'adhésion. Et quand il y a contradiction, quand il arrive dans les moments graves qu'il y ait contradiction entre la recherche des voies et la recherche du bien commun pour le pays, alors
L'heure vient où il faut choisir son camp. Et permettez-moi de vous le dire avec affection et avec émotion. Quand il a fallu choisir, j'ai choisi. Après ma dernière émission, il y a 8 jours sur Europe, un important responsable politique, d'ailleurs socialiste, m'a envoyé par SMS une phrase de Churchill que je voudrais soumettre à votre réflexion. Et Churchill disait « Il y a deux sortes de responsables politiques, ceux qui préparent la prochaine élection et ceux qui préparent la prochaine génération. Les premiers sont des politiques, les seconds sont des hommes d'État. » Vous qui Eh bien, nous avons ces jours-ci, nous nous sommes beaucoup interrogés sur l'identité du mouvement démocrate. Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Nous sommes ceux qui cherchons la coopération entre les grands courants de pensée du pays plutôt que l'exaspération des conflits et des affrontements. Nous sommes ceux qui préparons la prochaine génération plutôt que la prochaine élection. Et c'est pourquoi nous ne céderons jamais devant ceux qui cherchent à faire flamber les malaises pour les transformer en incendie. Tous ceux d'un bord ou de l'autre qui se disent régulièrement décomplexés, tous ceux qui prétendent dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, tous ceux dont la stratégie réfléchie, méditée, à fin électorale, parce que c'est bien sûr de gagner des voix qu'il s'agit, tous ceux qui veulent pour cela que la braise qui s'éteignait se ranime, que l'étincelle se transforme en flammèche, que le feu gagne pour qu'ils se trouvent, eux, portés par l'air chaud de l'incendie. Il faut leur rappeler que ce feu-là, c'est un pays qu'il brûle, c'est une nation qu'il ravage, ce sont les enfants qu'il sépare et jette les uns contre les autres, au nom de l'origine, ou au nom de la religion, ou au nom de la couleur de la peau qu'on veut mettre en avant, qu'elle soit noire, ou bistre, ou blanche. Eh bien, nous, qui savons parfaitement, nous citoyens et les élus qui sont ici, et les maires, que bien sûr ça brûle souvent chez nous dans les quartiers, et entre communautés, et qu'on se regarde du coin de l'œil, et que parfois on ne peut pas se voir en peinture, et que les minorités sont ciblées, quelles que soient les minorités. Les musulmans ici, les juifs là, les chrétiens plus souvent qu'on ne croit quand ils osent encore se montrer. Mais si les responsables publics font de ces tensions, par la force de la parole politique, un signe de mobilisation d'une partie de la France contre l'autre, alors, particulièrement en temps de crise, le feu se propage. Et la question est alors, est-ce que tu acceptes le feu? Est-ce que tu profites du feu? Ou est-ce que tu combats le feu? Nous sommes ceux qui combattons le feu. Nous sommes ceux qui n'admettront jamais qu'on fasse c'est ceux qui, dans la dernière période, m'a séparé de c'est ceux qui de tout temps a fait que je combats
que nous combattons ceux qui recherchent des accords souterrains et peut-être un jour apparents avec l'extrémisme et notamment avec l'extrême droite. C'est ce qui fait que nous combattons ceux qui ciblent les patrons dans la société française comme s'ils étaient des ennemis, ou les riches, entre guillemets, sans qu'on sache très bien où commence l'état de riches, à qui il faudrait faire rendre gorge. Je vous le dis, pour un pays particulièrement en temps de crise dure, la division est mortelle et l'unité est la seule chance. Dans un pays particulièrement en temps de crise, l'unité est un devoir. Et c'est ce devoir-là que nous avons l'intention de défendre. Et c'est précisément parce qu'il est plus difficile de dire la vérité que de multiplier les mensonges. C'est précisément parce qu'il est plus difficile d'obtenir l'unité que de cultiver la division que nous avons choisi de construire ensemble le mouvement démocrate en France. Et c'est pour cela que je conteste la bipolarisation. Parce qu'au nom de la logique des camps, elle justifie tous les excès des plus durs de son camp. Elle ferme les yeux sur leurs dérives au nom du « pas d'ennemi à droite » ou du « pas d'ennemi à gauche ». Et au bout du compte, ça revient à ce que c'est ceux-là, ceux qui cherchent la division, qui en viennent à régner sur les esprits. C'est pourquoi nous qui sommes les démocrates en France, nous aimons aussi l'idée de centre. Parce que le centre, c'est ce qui se bat toujours contre les extrêmes. Le centre, c'est le lieu où l'on refuse de regarder ses concurrents comme des adversaires et ses adversaires comme des ennemis. Ça n'a rien d'angélique, c'est pragmatique. Parce que ce sont ceux qui ont une certaine vue de l'histoire des hommes, parce qu'ils préfèrent la conciliation à l'agression. Et c'est pourquoi nous défendons et nous servons l'idée de l'unité du centre. Pas aujourd'hui, en 2012 seulement, pas épisodiquement, pas accidentellement, toujours. Quand on nous expliquait, car nombreux étaient ceux qui expliquaient, qu'il fallait que le centre disparaisse pour se fondre au sein d'un parti unique, l'UMP. Nous défendions l'existence du centre. Et j'allais à Toulouse. Et j'allais à Toulouse dire, vous dites que nous pensons tous la même chose. Si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons plus rien. Quand on nous expliquait qu'il fallait que le centre se scinde, parce qu'il fallait qu'une fois pour toutes, il fût clairement à droite, nous défendions son intégrité et son unité et son originalité. Et aujourd'hui, nous disons, si le centre existe, alors le centre est un. Il n'y a pas de centre droit, de centre gauche ou de centre ailleurs. Le centre n'a pas besoin d'adjectifs. Le centre n'a pas besoin qu'on le renvoie sur le côté. Parce que sans ça, c'est sa vocation qui disparaît. Et c'est son être même qui se dissout. Et ce qui... j'ai oublié un fait important. Le centre n'a pas besoin d'adjectifs, il n'a pas besoin qu'on le renvoie sur le côté, et le centre doit se définir par lui-même et pas par rapport aux autres. Et ceux qui en viennent à dire
que le centre doit forcément être à droite. Je rappelle que c'était aussi ce que disaient à gauche nos adversaires. C'était même une formule fameuse de Mitterrand, que vous savez. Donc ceux qui disent que le centre doit forcément être à droite, ils disent une seule chose. Ils disent que pour eux, le centre n'existe pas vraiment. Eh bien, je veux dire en votre nom et avec l'expérience que nous pouvons travailler avec la droite, et nous l'avons fait souvent, et je l'ai fait souvent, si la droite est compatible avec ce que nous croyons dans son projet et dans ses intentions et dans sa manière d'être. Tout à l'heure, Philippe Bilger en appelait à une droite honorable et républicaine. Avec celle-là, il n'y a aucun problème, nous pouvons travailler, il n'y a pas de difficulté. Et de la même manière, nous pouvons travailler avec la gauche si la gauche est compatible avec ce que nous croyons. Si l'évolution qui se dessine, dont je ne suis pas sûr qu'elle aille à son terme, dont j'espère qu'elle va se confirmer, se dessine, alors oui, nous pouvons être co-responsables de l'avenir du pays. Nous pouvons nous allier, mais nous ne devons pas nous dissoudre. Il n'y a pas d'allégeance obligatoire, il n'y a pas d'alliance obligatoire, parce que l'alliance obligatoire, ce n'est pas une alliance, c'est une soumission. Spécialement quand on prétend obliger le centre à renoncer à son histoire, à son passé. Ceci est un message personnel. Il y a au moins une personne en France qui ne devrait pas prétendre que le centre doit être à droite. C'est le président du Parti radical. Parce que le Parti radical, c'est le plus ancien, je ne dis pas le plus vieux, c'est le plus ancien des partis politiques français. Il a une grande histoire profondément liée à la République. Une histoire dont tous les républicains, dont moi comme républicain, je me sens fier et solidaire. Mais cette histoire du Parti radical, elle s'est déroulée pour l'essentiel, non pas à droite, mais à gauche. Et c'est nier l'histoire du Parti radical que de prétendre qu'il faut effacer, rayer d'un trait de plume la grande histoire républicaine française pour la projeter uniquement sur la droite. A le droit de soutenir une thèse comme ça, tout le monde, mais pas ceux qui ont la charge de l'histoire actuelle du Parti radical. Parce que les héritiers de Clémenceau et d'Édouard Herriot, et même sans remonter aussi loin avant la guerre, les partis de Jean Zay, de Jean Moulin, de Pierre Mendès France, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, ils n'ont pas le droit de rayer cette histoire parce que c'est un peu de la nôtre qu'ils portent. Et nous avons le droit de la défendre devant eux. L'autre jour, le jeune secrétaire général du Parti radical, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, après mon offre de démarche unitaire, il a publié un communiqué pour dire « Jamais nous, radicaux, n'accepterons de cartel des gauches ». Eh bien, les historiens, c'est une chose formidable. Eh bien, j'avais bien envie de l'appeler, ou plutôt de lui rappeler, que le cartel des gauches, c'était à l'initiative du Parti radical et que Édouard Herriot, le plus grand radical d'avant la guerre, en était le chef. Et s'il le faut, je suis prêt amicalement à défendre la grande histoire du Parti radical, y compris contre ses héritiers, s'il leur venait à l'esprit d'y être infidèles.
Et vous voyez pourquoi, vous touchez du doigt, précisément, la raison pour laquelle un mouvement politique digne de ce nom, il doit se définir par rapport à lui-même, par rapport à sa propre histoire. L'histoire de la République pour les républicains, l'histoire du radicalisme, l'histoire de la démocratie chrétienne, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, l'histoire de la social-démocratie, un jour l'histoire de l'écologie politique. J'affirme que la politique est aussi une question de fidélité, et la première des fidélités politiques, c'est la fidélité à soi-même, à ce qu'on croit, à ce qu'on aime, à ce qu'on est. C'est à ce prix que vous pouvez vous faire entendre. C'est comme ça qu'on vous écoutera. Et c'est comme ça, en étant fidèle à soi-même, fort dans ses convictions, solide dans ses idées, c'est comme ça que nous ferons les élus que méritent les idées que nous défendons. Et donc j'affirme en votre nom que le centre ne sera fort que lorsqu'il sera, ou plus exactement, il ne sera fort que lorsqu'il acceptera d'être totalement uni. Et qu'il ne sera uni que lorsque tous ceux qui croient au centre y trouveront leur place et que personne n'aura besoin de renier ni son histoire, ni son identité, et qu'il n'a pas à se définir par rapport aux autres, mais par rapport au plus profond de ce qu'il a constitué. Le mouvement démocrate affirme son offre de dialogue, de coopération, de travail en commun, de rapprochement, de démarche unitaire, d'unité. J'ai suivi une gradation. Peut-être est-ce la gradation du temps. À tous ceux qui s'inscriront dans la reconnaissance des vertus du centre de la vie politique française, à une condition, que le centre soit le centre, qu'il s'assume, qu'il soit fier de ce qu'il est. Autrement, il est un ersatz, une copie, et personne ne choisit la copie. On va droit à l'original. Alors je veux répondre à une question insidieuse. J'entendais des journalistes hier, j'avais l'oreille qui traînait, qui disaient c'est impossible de toute façon parce que Bayrou et Borloo, deux leaders, pour ne pas dire deux crocodiles, non pas dans le même marigot, c'est trop petit, disons dans le même estuaire, dans le même Nil, dans la même Amazone. Deux, c'est un de trop. Eh bien, je vous le dis, si cette démarche est acceptée, et j'ai confiance qu'elle le sera dans le respect réciproque des uns par rapport aux autres, et dans le respect de leur histoire et de leur identité, si cette démarche est acceptée, il n'y a et il n'y aura aucun problème de leadership. Nous sommes deux, dit-on, vous dites que c'est trop, et moi je vous dis que ce n'est pas assez. Je serai heureux le jour où nous serons des dizaines de leaders, fiers d'eux-mêmes, de leur histoire. Et ce sera pour moi une fierté, parce que je veux vous le dire, ou vous le rappeler, si nous n'avions pas été là, pendant ces 10 années, à mener ces combats, parfois difficiles, parfois presque victorieux, le centre n'existerait plus, parce que sa disparition était programmée par les forces puissantes qui nous entourent. Nous l'avons sauvé.
Le centre, nous l'avons sauvé tous ensemble, en portant le drapeau quand plus personne n'y croyait et que les autres étaient partis sous d'autres horizons où ils voulaient nous entraîner. Nous avons résisté et nous avons livré le combat et même nous avons failli le gagner. Eh bien, nous ne demandons, nous qui l'avons sauvé, qu'une seule chose, c'est qu'il s'affirme et qu'il grandisse et qu'il sache enfin qui il est et où il va et qu'au lieu de borner ses ambitions à être la roue de secours ou l'allié d'un puissant voisin qui domine le camp, il accepte lui-même de regarder en face la seule perspective qui vaille, c'est-à-dire la victoire dans notre pays. Alors me direz-vous, il y a l'élection présidentielle. Eh bien, je vous le dis tranquillement, le jour venu, le jour de l'élection présidentielle, s'il y a plusieurs candidats, ce n'est pas si facile de devenir candidat à l'élection présidentielle. Je dis ça en confidence. S'il y a plusieurs candidats, eh bien, Marielle de Sarnez en a fait la proposition, nous organiserons les primaires du centre. Et le centre aura son candidat. Et écoutez-moi bien, s'il y a les primaires du centre, si ces projets, ces personnalités acceptent d'entrer en confrontation, eh bien peut-être, ou à coup sûr, le centre aura-t-il enfin un candidat. Et cette fois-ci, tous les leaders du centre soutiendront le candidat du centre. Et peut-être cette fois, ce candidat, soutenu par les siens au lieu d'être combattu par les siens, ce candidat gagnera-t-il? Et il n'y a rien de plus sain que d'accepter cette idée. Diversité de leaders, le jour venu, sélection du meilleur d'entre eux, sélection par tous ceux qui se reconnaissent dans ce courant. Et il n'y a rien à en craindre. Il n'y a que les faibles qui craignent la compétition. Alors on verra des personnalités diverses, des talents, des orientations, on en débattra. Et le meilleur pour un temps, le meilleur s'imposera et on portera, ou la meilleure. Alors la meilleure ou le meilleur s'imposera et on portera le flambeau avec une idée, c'est de le transmettre. C'est ça que nous avons toujours voulu faire. C'est pour ça qu'on est là, pour ça que le mouvement démocrate a été créé. Et ce centre uni, on en aura le plus grand et le plus urgent besoin pour les échéances qui viennent. On en aura besoin pour les échéances locales. Je dis à l'avance, constituer des équipes aussi larges que possible, mais par pitié, pensez que ce sont les candidats qui font les bonnes équipes et que, évidemment, les bonnes équipes soutiennent les candidats après. Et donc, mettez-vous en recherche, j'allais dire en chasse, mettez-vous en recherche de tous ceux et de toutes celles qui, sur le terrain, sont capables de porter pas seulement notre étiquette, je me fiche des étiquettes, mais notre vision, notre manière d'être, notre identité génétique, qui est, chaque fois qu'on le peut, de se faire un devoir de tirer la vie civique et la vie politique vers le haut, au lieu de perpétuellement la faire tomber et s'effondrer vers le bas des passions et des détestations et des vulgarités. Parce que je considère
qu'il doit en être des responsables politiques comme des instituteurs de la Troisième République, qui n'avaient pas besoin de multiplier les leçons de morale théorique pour transmettre. La leçon de morale, c'était leur vie. C'était par l'exemple qu'ils transmettaient ce qu'ils croyaient. Eh bien, je demande qu'en politique, nous soyons les porteurs inlassables de cet idéal-là. Nous sommes ceux qui veulent tirer la vie politique vers le haut au lieu de la faire s'effondrer comme on y assiste tous les jours dans les débats politiques de notre pauvre pays, abandonné par ceux qui croient à quelque chose et livré à ceux qui ne croient plus à rien. On en a besoin pour les élections locales. Et on va en avoir besoin de cette force du centre unie. On va en avoir besoin pour les élections européennes. Et c'est sur ce point que je voudrais achever mon propos. Non pas seulement parce que nous aimons les députés européens qui sont dans nos rangs. Vous pouvez les applaudir. Il y a Nathalie Grisbeck, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez au premier rang de cette salle. Et Jean-Luc Benamias, sous les caméras, au centre. Alors nous allons en avoir besoin naturellement pour défendre des sièges, des personnalités qui le méritent. Mais ça n'est pas l'essentiel. Nous allons en avoir besoin pour proposer une vision différente et originale de l'avenir européen, du destin européen. C'est de ça que je voudrais vous dire un mot, parce que j'ai l'impression que les débats européens s'égarent trop souvent dans un labyrinthe duquel on ne sortira pas. Alors je vais vous dire des choses étranges, que vous me pardonnerez, parce que vous avez de l'indulgence pour moi. Mais déjà, assez souvent, arrivé de vous dire des choses étranges. Jean-Marie Van Lerenberg hausse les sourcils au premier rang. Bon, mais il peut les hausser haut, parce que... Et donc, on est en train de dire il faut faire un pas fédéral. Et Guy Verhofstadt hier, dont vous avez bien compris que quand on se pose la question de savoir quel sera le leader européen que les forces politiques européennes voudront proposer à leurs concitoyens de toute l'Europe pour être la figure de l'Union européenne, pour être le président de la Commission élu après les élections européennes par les députés européens. Vous avez bien compris que nous pensions, nous avions le sentiment, j'avais le sentiment, on en débattra, mais qu'il avait les qualités nécessaires pour l'expérience nécessaire, 10 ans chef de gouvernement, proposé pour être le président de la Commission par Jacques Chirac et le chancelier allemand ensemble, et récusé par les Anglais, parce que trop européen. Guy Verhofstadt, parce qu'il a cette expérience, parce qu'il est d'un pays, la Flandre, où l'on sait bien ce que sont les tensions d'identité, et qu'à la tête de la Belgique, pendant 10 ans, exploit unique au monde, il a réussi à vaincre ces tensions de dissolution et à faire vivre et travailler et s'estimer ces communautés différentes et ces mouvements politiques différents. Par cette expérience, par ses dons personnels, ce n'est pas rien de parler toutes les langues de l'Europe. Pour faire la campagne, il va falloir aller devant les micros et les caméras de télévision, à mon avis, il aime ça d'ailleurs. Et donc,
pour défendre ses idées et ses projets. Donc vous avez bien compris que sa présence ici n'était pas fortuite, que nous avions des idées. Pour le moment où il va falloir désigner un candidat à la présidence de la Commission européenne pour représenter ces grands courants de liberté et de démocratie qui sont au centre de la vie politique européenne avec une idée exigeante de l'avenir européen. Là, vous avez le droit d'applaudir, je crois. Merci pour lui, mais c'est à lui qu'il conviendra de répondre. Mais même Guy Verhofstadt a dit ça. Il vient d'écrire un livre avec Cohn-Bendit qu'il nous a apporté, qui va sortir dans quelques jours, pour défendre cette idée. Debout l'Europe, ça s'appelle. Bien, même lui a dit qu'il faut un pas fédéral. Moi, je vais vous dire quelque chose d'autre. La fédération des États-nations européens, elle existe. Parce que quand un ensemble d'États-nations a un Parlement élu au suffrage universel, une organisation exécutive qui bientôt va dépendre des élections, une banque centrale et une monnaie commune, je voudrais bien qu'on m'explique ce qu'elle est d'autre qu'une fédération. L'Europe est une fédération, d'ores et déjà, j'allais dire accomplie. Selon moi, il n'y a quasi rien à changer dans les textes. Mais il y a une vérité à défendre, c'est que cette fédération, pour l'instant, elle n'est pas démocratique ou pas suffisamment démocratique. C'est-à-dire que les citoyens européens, il n'y a pas un citoyen européen, pas un sur 1000, qui pense, qui soit informé de ce que sont les débats au Parlement européen. La faute à tout le monde. Les médias ont leur part de responsabilité, mais les citoyens aussi, parce que s'il y avait une demande, il y aurait une offre. Et qu'il n'y a pas de demande. Les dirigeants se gardent d'informer les peuples de ceux dont on va discuter. Vous vous souvenez de mes vieilles marottes? Marielle me les reproche assez souvent. J'ai défendu pendant longtemps devant vous l'idée qu'il fallait publier dans les journaux tous les mois l'ordre du jour des débats, les sujets dont on allait parler au Parlement européen ou à la Commission, qu'est-ce qui était sur la table. Parce que le jour où l'on saura de quoi on va parler, vous verrez se mobiliser des associations, des citoyens, des groupes de citoyens. Il ne manque qu'une seule chose à l'Europe pour être acceptée par les citoyens, parce que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, l'immense majorité d'entre eux a la conviction profonde que sans Europe, point de salut. Tous. Mais ce qui manque à l'Europe pour être non seulement acceptée, mais soutenue, pour être aimée, c'est que les citoyens aient un accès, une connaissance, une compréhension, une possibilité d'influence, une possibilité d'engagement sur les décisions que l'Union européenne prend en leur nom. Et donc le grand sujet de l'avenir européen, ça n'est pas tant le pas fédéral, il est fait depuis longtemps, c'est la démocratisation des institutions qui pour l'instant sont opaques et fermées et que nous qui aimons l'Europe avons envie d'ouvrir et de donner accès aux citoyens. Et je défends une seule idée pour conclure. Cette démocratisation, elle va être acquise le jour où les débats électoraux concernant l'Europe donneront la certitude à chacun de ceux qui va voter que son vote va permettre de choisir celui ou celle qui va s'exprimer, diriger, influencer, coordonner, faire coopérer ensemble les États européens et les institutions. C'est la première chose. Il y en a une deuxième que je demande, qui est très simple, et je vous assure que c'est une révolution. Ça ne coûte pas 1 euro, il ne faut pas changer une ligne de texte. C'est que le Conseil européen,
qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, où les décisions se prennent, au lieu de se dérouler en catimini, dans des salles fermées, avec des gens qui font des échanges sous la table, se déroule en public, sous l'œil des caméras de télévision, afin qu'on sache de quoi ils parlent, ce qu'ils décident et quelles sont les positions que chacun défend réellement. Ça n'empêchera pas la diplomatie. Avant de débattre, ils discuteront. Ils auront leurs Sherpas qui se promèneront de capitale en capitale pour préparer la réaction à la position qu'éventuellement le président de la République française, le chancelier allemand, le Premier ministre britannique, le chef du gouvernement italien ou espagnol prendront. Ça ne changera rien aux besoins d'entente entre les États. Ça n'aura qu'une vertu, ça donnera aux citoyens la certitude que c'est leur affaire. Qu'au lieu d'être l'affaire des initiés, là-haut, à Bruxelles, comme on dit injustement, c'est leur affaire. Et nous avons manqué une chance formidable. Songez à ce qu'aurait été le Conseil européen où on aurait débattu de la guerre en Irak. Parce que là, vous auriez vu se former une opinion publique européenne. Parce qu'il y avait autant d'Italiens et d'Anglais et de Portugais et d'Espagnols qui étaient opposés à l'intervention en Irak qu'il y avait de Français et d'Allemands qui y étaient opposés. Et on aurait vu alors ces opinions publiques adhérer à la position juste défendue cette fois-là par Jacques Chirac. Et on aurait vu un débat d'opinion publique européenne. Et l'Europe, au lieu d'être une chose désincarnée, lointaine, qui prend des décisions sans qu'on sache quand, ni comment, ni qui, ni d'ailleurs ce qu'elle décide, ni pourquoi, cette Europe-là, elle serait devenue un ensemble politique et civique. Eh bien, je fais, en tout cas pour moi, du débat sur la démocratisation des institutions européennes, d'ores et déjà fédérales. Je fais du débat de la démocratisation le sujet qu'entre nous, nous allons nous mettre sur la table à l'intention de nos partenaires du Parti démocrate et du groupe ALDE au Parlement européen et des citoyens européens qui seront invités à voter, à se prononcer pour nous lors des élections européennes. Nous allons porter la vision d'une Europe rendue aux citoyens européens parce qu'ils le méritent, ils le méritent, les citoyens, et elle, l'Europe, mérite qu'on l'aime. Nous avons passé 3 journées formidables que tout le monde décrivait comme la journée de tous les dangers. Parce que probablement ceux qui formulaient ce jugement ne mesuraient pas à quel point nous sommes heureux d'être ensemble. Bien sûr, il y a en notre sein diversité de sensibilités, et c'est normal. Diversité de projets pour l'avenir, et c'est normal. C'est le réel qui va départager tout ça. Nous avons besoin d'abord d'affirmer notre volonté, notre enracinement, notre identité, et d'être ouverts. Nous choisirons une chose, je vous le promets. Nous choisirons ce qui sera le plus utile au pays dans les moments difficiles qu'il va traverser. C'est ça le choix que nous allons faire. J'ai été, personnellement, j'ai été très heureux du grand débat qu'on a eu hier soir, de la qualité remarquable des échanges sur les grands sujets qui se sont exprimés tout au long de ces journées. Je voudrais remercier M. Chebbi, président de la haute autorité du Parti républicain tunisien, d'avoir passé ces 3 jours avec nous.
Je voudrais remercier les parlementaires, députés, ils étaient là dans l'ensemble du groupe, Thierry Robert et Jean Lassalle, les sénateurs qui ont passé ces journées avec nous, les maires de grandes villes, le maire de Talence, le maire de Mont-de-Marsan, le maire de Saint-Brieuc. C'était des journées formidables que nous avons vécues ensemble parce qu'elles n'avaient qu'un seul sujet. Comment nous, qui avons fondé et défendu le mouvement démocrate en France, allons-nous être le plus utile à notre pays? C'est la voie que nous avons choisie. Merci beaucoup.